Une secousse effroyable, le fracas du métal qui se déchire et soudain, le silence absolu de la mort imminente. C'est la terreur pure, viscérale, qui s'empare des tripes avant de laisser place à une paix glaçante. Terre des hommes et Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Une plongée intense dans la lutte la plus brute pour la survie et la quête éperdue de sens au milieu du néon. Vertigineux. Un aviateur perdu, assoiffé, dépouillé de tout ce qui faisait sa vie d'avant. Un impact à 270 km/h. Un avion encastré dans les dunes infinies et impitoyables du désert de Libye en pleine nuit. Un homme qui doit frôler l'anéantissement total pour découvrir ce que signifie véritablement être en vie. C'est à peine croyable, n'est-ce pas? Aucune goutte d'eau, un soleil qui calcine. Chaque pas dans le sable brûlant est une course contre la démence et la mort. Et c'est exactement là qu'on commence, en fait. Ouais. Le contexte, c'est ce vol de nuit en 1935. Les conditions météo sont catastrophiques, ils volent complètement à l'aveugle. Et d'un coup, le choc. La carling qui est pulvérisée. Voilà, et par un miracle absolu, l'aviateur et son mécanicien, Prévost, arrivent à s'extraire des tôles. Mais le contraste sonore doit être complètement fou. Ah oui, tu passes du rugissement de ce moteur en flammes au silence total. Le désert minéral. Exactement. L'immobilité parfaite. Il n'y a plus aucun repère, juste un océan de sable noir, le vent, et immédiatement cette menace qui tombe comme un couperet. La soif. La soif, ouais. Le compte à rebours est lancé, et c'est pas juste, tu vois, c'est pas juste avoir la gorge un peu sèche. C'est une description, mais tellement clinique de la dégradation du corps humain. C'est terrifiant. La transpiration qui s'arrête net, la salive qui disparaît complètement, et cette douleur atroce à chaque fois qu'on essaye de déglutir. Mais le pire, c'est même pas le physique, c'est le cerveau qui commence à lâcher. Bah oui, face à cette privation, l'esprit humain se fracture complètement. Il cherche une porte de sortie, quoi. Il projette ses propres désirs sur ce paysage complètement stérile. C'est le fameux mirage. Et c'est pas une simple flaque d'eau. Il y a cette scène qui me donne des frissons à chaque fois. L'aviateur grimpe en haut d'une colline de sable, et là, avec son esprit craquelé par le manque d'eau, il voit pas un puits, il voit une vieille gouvernante, C'est fou de voir ça. une figure protectrice immense qui vient de son enfance et qui s'approche pour lui offrir un simple verre de lait. Ça en dit tellement long sur la psychologie humaine. Face à la mort, on rêve pas d'argent ou de gloire. On regresse. Au besoin le plus primaire, ouais. Voilà, la sécurité maternelle, l'amour inconditionnel. C'est le cerveau qui fabrique cette illusion pour rendre la mort presque douce, en fait. Sauf que, la réalité tape fort. Ils redescendent de la dune et l'illusion disparaît. Et il recommence. C'est ça qui est dingue. Il recommence. Peut-être 15 fois de suite. Il regrime cette même pente. Il est convaincu qu'en haut elle sera là. L'espoir devient toxique, littéralement. Ça draine toute l'énergie qui lui reste. Chaque descente, c'est un pas de plus vers la folie. Et à un moment, la question se pose, inévitablement. Pourquoi continuer? Exactement. Pourquoi ne pas juste s'allonger sur le sable bouillant, fermer les yeux et en finir? Et la réponse à cette question, c'est vraiment le point de bascule de tout le récit. L'aviateur comprend un truc fulgurant. Il marche pas vers un village ou vers un point sur une carte, il marche vers l'homme. L'homme avec un grand H. Oui, le besoin viscéral de rejoindre l'espèce humaine. Ce lien invisible, c'est la seule chose qu'il tire en avant. On n'est plus du tout dans l'instinct de survie animale. On entre de plein pied dans le devoir moral. Il puise sa force dans un souvenir, celui de Guillaumet, un autre pilote. Ah, l'histoire dans les Andes. C'est ça? Guillaumet s'était écrasé dans la cordillère des Andes en plein hiver. Des jours de marche dans la neige, les mains ravagées par le gel. Une agonie blanche. Et pourquoi Guillaumet a refusé de s'endormir dans la neige? Parce que s'il disparaissait sans laisser de corps, sa femme allait devoir attendre des années pour toucher l'assurance vie. C'est un truc de fou. C'est pas la peur de la mort qui le fait avancer. Non, c'est la responsabilité. S'allonger et mourir, ce serait trahir ceux qui l'attendent. Le vrai héroïsme, c'est ça. C'est cette responsabilité envers l'autre. Et ce sens de l'autre, on le retrouve d'une manière tellement belle avec l'histoire de Bark. Tu te souviens de Bark, cet esclave nomade du côté de Cap Juby? Bien sûr, un homme vieux, malade, arraché aux siens, devenu une simple marchandise pour des nomades morts. Et l'aviateur refuse de détourner le regard. Il décide d'agir. Mais c'est pas un acte héroïque façon film d'action en 5 minutes. C'est 8 jours de négociations épuisantes. Des ruses, des promesses, de l'obstination pure. Tout ça pour racheter cet homme et lui rendre sa liberté. Il n'a rien à y gagner. Zéro gloire, zéro argent.
C'est un acte de fraternité à l'état pur. Le son est limpide. La grandeur, c'est pas les territoires conquis, c'est cette compassion totalement désintéressée. C'est le seul antidote à un monde absurde, en fait. D'où cette fameuse réflexion, l'amour, c'est pas se regarder l'un l'autre. C'est regarder ensemble dans la même direction. Absolument. Sans ce lien en tournant rond dans son propre désert. Et en parlant de désert intérieur, cette souffrance, ce dépouillement dans le Sahara, ça va accoucher de la figure littéraire la plus improbable qui soit. Le petit garçon blanc. Voilà. T'as cet aviateur qui essaie de réparer son moteur en plein cagnard, et d'un coup, une voix claire qui tombe des étoiles et qui lui demande un dessin de mouton. C'est le délescopage parfait entre la survie adulte très terre-à-terre et l'innocence totale. Ce gamin, il vient remettre en question toutes nos urgences de grandes personnes. Le voyage de cet enfant à travers les astéroïdes, c'est un miroir implacable de notre société. On a ce roi magnifique, persuadé de régner sur l'univers, alors qu'il est seul sur sa planète. Le pouvoir absolu qui s'exerce sur du vide. Et le vaniteux? Tragique, le vaniteux. Il veut être admiré par tout le monde sur une planète où il n'y a que lui. C'est le besoin de validation sociale devenu une vraie maladie mentale. Mais la critique la plus violente, c'est le businessman. Ah, ce type rouge de colère avec ses calculs. Il passe sa vie à compter des étoiles pour les posséder. Il les regarde jamais pour leur beauté. Il note le chiffre sur un bout de papier et il l'enferme dans un tiroir. C'est tellement d'actualité, cette obsession de l'accumulation, de la quantification à tout prix. L'enfant lui montre que posséder quelque chose, c'est lui être utile. Le businessman ne sert à rien pour les étoiles. Il oublie complètement de vivre. Et la vraie leçon sur la vie, le petit garçon l'apprend sur Terre, avec le renard. C'est vraiment le cœur de toute cette réflexion sur les relations humaines. Le grand secret. Apprivoiser. Créer des liens, tisser cette toile invisible. Mais le renard donne aussi un avertissement qui fait mal. Il prévient que c'est dangereux. Ouais, apprivoiser quelqu'un, c'est accepter d'être vulnérable. C'est prendre le risque presque certain de pleurer un jour. Le départ va faire souffrir. C'est inévitable. Mais le renard dit qu'il y gagne quand même. Il gagne la couleur du blé. Avant, les champs de blé ne voulaient rien dire pour lui. Mais avec les cheveux blonds de l'enfant, le vent dans les épis lui rappellera toujours son ami. La douleur du départ, c'est juste le prix à payer pour enchanter le monde. C'est magnifique. Et c'est la clé pour comprendre la fameuse rose. Sa rose laissée sur sa planète, orgueilleuse, capricieuse, manipulatrice même. Et quand l'enfant découvre un jardin sur Terre avec des milliers de roses identiques, c'est le choc, la désillusion totale. Il pensait avoir une fleur unique dans l'univers, et il voit qu'elle est banale. Mais les mots du runner lui reviennent. Ces milliers de roses, elles sont belles, mais elles sont vides. Personne ne les a apprivoisées. Sa rose à lui est unique parce qu'il a perdu du temps pour elle. L'eau qu'il lui a donnée, le globe de verre, les chenilles tuées pour la protéger. C'est le temps perdu pour la rose qui la rend si importante. Cette phrase, elle remet tout en perspective. Le soin, l'attention, c'est ça qui tisse l'invisible. Ça détruit complètement nos valeurs modernes de productivité et de domination matérielle. La seule boussole qui tient la route dans le désert de la vie, c'est le lien immatériel et la responsabilité envers l'autre. Mais le truc génial de cette histoire, c'est qu'elle refuse de nous donner une fin facile. Ça se termine sur une angoisse terrible. L'aviateur répare son moteur, il est sauvé. Mais l'enfant des étoiles, lui, il est coincé. Son corps est trop lourd pour repartir sur sa planète. Et là, le serpent jaune entre en scène. Cette créature qui promet de le renvoyer chez lui avec une simple morsure, un éclair de venin. La dernière nuit près du mur, la tension est insoutenable. L'enfant tombe dans le sable, doucement, comme un arbre, sans un bruit. Est-ce que le venin l'a tué? Est-ce que son esprit a vraiment rejoint les étoiles? On n'en sait rien, le mystère est total. Et même s'il a réussi, il reste cette question qui rend fou. Le mouton dessiné par l'aviateur. Est-ce que le mouton a mangé la fleur à l'autre bout de la galaxie? L'équilibre de l'univers entier repose là-dessus. C'est au lecteur de regarder le ciel nocturne pour décider si les étoiles rient ou si elles pleurent. Il faut lire chaque mot, chaque ligne pour ressentir ça. La question finale, c'est plus du tout de savoir comment survivre. C'est de savoir pour qui on est prêt à traverser le désert. Et ça nous amène à une réflexion finale vraiment troublante quand on regarde notre monde d'aujourd'hui. Pense à ce concept du renard, au risque des larmes pour créer un vrai lien. Oui, l'engagement émotionnel. Aujourd'hui, on est cerné par des algorithmes et des intelligences artificielles, des machines créées sur mesure pour simuler cette empathie. Elles nous offrent la présence du renard, des conversations sans fin, mais avec zéro risque. Il n'y a pas d'épines, il n'y a pas de départ tragique. Exactement.
C'est une relation totalement sans friction. On devient comme le businessman face à nos écrans. On accumule des interactions chiffrées. On évacue la douleur, mais on évacue tout le sens avec. Si on retire le risque de souffrir, l'acte d'apprivoiser perd absolument toute sa valeur. Est-ce qu'on est en train de maîtriser la technologie ou est-ce qu'on s'enferme tout seul sur une planète minuscule à compter des étoiles artificielles en oubliant de regarder le ciel vrai? C'est une vraie question qu'il va falloir affronter à mesure que nos propres déserts deviennent de plus en plus numériques. À la prochaine. Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.